L'arrivée d'un enfant est un événement marquant qui bouleverse en tout point la vie personnelle des parents. Et même si on n'y pense pas en premier lieu, ce moment particulier soulève aussi des questions pratiques et juridiques dans la vie professionnelle. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler des congés maternité et paternité. Cette période d'absence rémunérée est strictement encadrée par la loi et implique de nombreux détails qu'il faut connaître pour en bénéficier au mieux. De la durée du congé aux droits en matière de salaire, en passant par l'annonce à l'employeur, on va aborder toutes les facettes de ces congés. Mais avant de démarrer, on va commencer par nos deux exemples du jour. C'est parti! Pour le premier exemple, nous avons Mathilde, une couturière expérimentée qui travaille dans un petit atelier familial qui compte 7 personnes. Elle y travaille avec passion depuis plusieurs années et est au cœur de projets importants. Un jour, Mathilde annonce qu'elle est enceinte. Toute l'équipe la félicite, y compris le propriétaire de l'atelier. Mais vient ensuite le moment d'évoquer avec lui les rendez-vous médicaux obligatoires qui vont avoir lieu pendant les heures de travail. Le propriétaire est préoccupé par l'impact de ces absences sur les commandes en cours et sur la rentabilité de l'activité, au point qu'il va demander à Mathilde de prendre ses rendez-vous en dehors du temps de travail, en lui rappelant qu'il s'agit d'une petite entreprise familiale et pas d'une grande chaîne. Mathilde est déçue de cette réaction. Ce qu'elle pensait être une annonce heureuse s'est transformé en moment de tension. Pour le deuxième exemple, imaginons Clara, ingénieure qui revient tout juste de son congé maternité. Pendant son absence, l'entreprise a connu de très bons résultats, ce qui a conduit à une augmentation salariale pour ses collègues. En reprenant son poste, Clara découvre que, contrairement aux autres, elle n'a pas bénéficié de cette augmentation. Un peu déçue, elle en parle à son directeur. Ce dernier lui explique que seuls les salariés présents au moment de la hausse d'activité méritent cette augmentation. Il justifie donc l'exclusion de Clara en se basant sur son absence lors du pic de performance de l'entreprise. Cependant, Clara rappelle qu'elle a participé elle aussi pendant des années à l'activité de l'entreprise avant son congé maternité, et qu'elle est donc tout autant méritante. Alors, qu'en pensez-vous? Mathilde doit-elle bénéficier d'autorisation d'absence pour ses rendez-vous médicaux, malgré l'impact potentiel sur l'activité? Et Clara doit-elle bénéficier d'une augmentation similaire à ses collègues, alors même qu'elle était en congé de maternité? On voit ça tout de suite en abordant le cadre légal. Premier point, l'annonce de la maternité à l'employeur. Annoncer la grossesse à l'employeur est une démarche importante qui permet d'activer les droits et protections associés à la maternité. La salariée est protégée dès que l'employeur a connaissance de son état de grossesse. Pour ce faire, elle doit avertir l'employeur de son état de grossesse et indiquer les dates envisagées du congé de maternité. Cela peut être fait soit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. Le courrier doit également inclure le certificat médical attestant de l'état de grossesse et la date présumée de l'accouchement. Ensuite, c'est la déclaration auprès de la CPAM et de la CAF qui doit être effectuée au cours des 14 premières semaines de grossesse. Une fois l'employeur au courant, le statut protecteur est activé. La salariée est ainsi protégée face aux discriminations liées à l'état de grossesse. Tout traitement moins favorable que subirait une salariée au motif qu'elle est enceinte est donc interdit. Le statut protecteur s'applique aussi face à la rupture du contrat de travail. L'employeur ne peut pas licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté, à moins qu'une faute grave ne soit commise. La protection commence dès que l'état de grossesse est médicalement constaté, et se poursuit durant toute la période du congé de maternité, ainsi que les 10 semaines suivantes. De plus, si des congés payés suivent immédiatement le congé de maternité, la protection s'applique également. Et si un licenciement est notifié durant cette période protégée, il sera considéré comme nul. La salariée aura donc le droit d'être réintégrée dans son poste, ou pourra bénéficier d'une indemnité d'au moins 6 mois de salaire. Deuxième point, les examens médicaux obligatoires. La période de grossesse nécessite des examens médicaux réguliers pour s'assurer du bien-être de la mère et de l'enfant. Le droit du travail reconnaît cette nécessité et instaure des mesures favorables à la femme enceinte et à son conjoint dans ce processus. Le premier examen doit avoir lieu avant la fin du 3e mois de grossesse. Puis, au cours de chacun des 6 mois suivants, un nouvel examen devra avoir lieu, ce qui donne un total de 7 examens. Ces derniers sont obligatoires et conditionnent les droits à prestations sociales. Et s'ils ont lieu sur le temps de travail, l'employeur doit accorder des autorisations d'absence sans perte de salaire à la salariée, à savoir que le conjoint dispose aussi d'une autorisation d'absence pour 3 de ces examens obligatoires. Troisième point, l'aménagement de poste en cas de risque. La protection de la santé de la salariée enceinte est un aspect crucial du droit du travail. Pour garantir cette protection, des changements ou aménagements peuvent être effectués si la salariée occupe un poste à risque. En effet, une salariée enceinte peut être affectée temporairement à un autre emploi si son état de santé l'exige. Et dans tous les cas, le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Concernant les risques, ils incluent les risques biologiques, chimiques, l'exposition à des rayonnements ionisants et l'exécution de travaux dangereux. L'employeur doit alors proposer un autre emploi compatible. Et en cas d'impossibilité, il doit en informer la salariée et le médecin du travail, et le contrat est alors suspendu. Quatrième point, la durée du congé maternité. La durée du congé de maternité varie en fonction de certains facteurs, et notamment du nombre d'enfants. La durée standard du congé de maternité est fixée à 16 semaines, composée de 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après. Si ce sont des jumeaux,
le congé sera de 12 semaines avant et 22 après. Ou encore, s'il s'agit de votre troisième enfant, il est de 8 semaines avant et 18 semaines après. Cette durée peut être prolongée dans certains cas spécifiques. En cas d'état pathologique par exemple, la durée peut être augmentée jusqu'à 2 semaines avant et 4 semaines après l'accouchement si un certificat médical en atteste. Le congé peut ne pas être pris dans son intégralité, mais doit comporter au minimum la période obligatoire. Elle est d'au moins 8 semaines au total, dont 6 après l'accouchement. Cette interdiction d'emploi est d'ordre public. Elle ne peut donc pas être levée, même si c'est le souhait de la salariée. L'employeur peut être condamné à une amende de 1 500 € ainsi qu'à des dommages et intérêts si l'interdiction d'emploi n'est pas respectée. Lors du congé de maternité, le contrat de travail est suspendu. Par conséquent, le salaire n'est plus versé. Ce sont les indemnités journalières de la sécurité sociale qui vont prendre le relais. Et pour en bénéficier, il faut être affilié à la sécurité sociale depuis au moins 6 mois. Le montant de ces indemnités va varier en fonction de vos revenus. Des simulateurs en ligne permettent d'ailleurs de calculer ce que vous allez percevoir. En plus des 6 mois d'affiliation, les indemnités journalières sont accordées si vous avez travaillé, soit 150 heures au cours des 3 mois précédents, ou 600 heures au cours des 12 derniers mois, ou si vous avez perçu 1015 fois le SMIC horaire dans les 6 derniers mois, ou 2030 fois lors des 12 derniers mois. Et ces indemnités journalières lors du congé de maternité sont versées tous les 14 jours. 6e point, le retour dans l'entreprise. Le retour au travail après un congé de maternité exige une visite médicale de reprise. Elle doit avoir lieu au plus tard dans les 8 jours qui suivent la reprise. Elle a pour objet d'apprécier la capacité de la salariée à reprendre son ancien emploi et la nécessité d'une adaptation des conditions de travail. L'employeur doit également proposer à la salariée un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. La salariée doit bénéficier d'une réintégration à son poste initial ou au moins d'un emploi similaire avec une rémunération équivalente. Enfin, la salariée doit bénéficier d'un rattrapage salarial à son retour dans l'entreprise. Il est basé sur les augmentations générales, ainsi que sur la moyenne des augmentations individuelles des salariés de la même catégorie professionnelle. 7e point, le congé de paternité. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert soit au père salarié, au conjoint ou au concubin de la mère, ainsi qu'à la personne liée à la mère par un PACS. À savoir que les stagiaires en entreprise ont également ce droit. Le congé dure 25 jours calendaires, ou 32 jours en cas de naissance multiple. Le salarié doit prévenir son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins 1 mois à l'avance. Et l'employeur ne peut ni refuser, ni reporter la prise du congé. Le bénéficiaire du congé est tenu de prendre au minimum 4 jours immédiatement, à la suite du congé de naissance de 3 jours ouvrables. Donc 7 jours sont obligatoires au total. Le reste du congé doit être pris dans les 6 mois qui suivent. Le bénéficiaire peut fractionner en 2 périodes de 5 jours minimum chacune les jours de congé restants. Pendant le congé de paternité, le contrat de travail est également suspendu. Le salaire est remplacé par le versement d'IJSS si les critères d'éligibilité sont remplis. Vous connaissez désormais toutes les règles qui concernent les congés de maternité et de paternité. Et si vous souhaitez maîtriser d'autres sujets, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On va pouvoir revenir sur les cas de Mathilde et Clara pour démêler le vrai du faux. Souvenez-vous, Mathilde est couturière dans un petit atelier familial. Elle annonce sa grossesse et explique au propriétaire de l'atelier qu'elle va devoir s'absenter sur son temps de travail pour se rendre aux rendez-vous médicaux obligatoires. Or, l'employeur n'est pas d'accord compte tenu de l'impact de ces absences sur l'activité, et rappelle qu'un petit atelier comme le sien ne peut pas se le permettre. L'employeur de Mathilde peut-il agir ainsi? Comme on l'a vu, les 7 examens médicaux réguliers sont obligatoires, et le Code du travail prévoit bien l'obligation pour l'employeur d'accorder aux salariés des autorisations d'absence sans perte de salaire. En conclusion, Mathilde a bien le droit de s'absenter pour ses rendez-vous médicaux, même s'ils sont sur son temps de travail. Et en cas de non-paiement par son employeur, elle pourra agir en justice pour non-paiement de salaire. Et concernant maintenant le cas de Clara. Souvenez-vous, Clara est ingénieure et revient de son congé de maternité. Elle s'aperçoit que ses collègues ont été augmentés car l'entreprise a connu de bons résultats, mais pas elle. Son directeur lui répond alors qu'il est normal que seuls les salariés présents au moment de la hausse d'activité bénéficient de l'augmentation. Alors qu'en est-il en réalité? Le rattrapage salarial au retour du congé de maternité est bien une obligation légale. L'employeur ne peut donc pas pénaliser Clara au motif qu'elle était en congé maternité. Elle devra bénéficier de l'augmentation générale des salaires, s'il y en a eu une, mais aussi de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de sa catégorie professionnelle. Grâce à Mathilde et Clara, vous maîtrisez toutes les subtilités de ce sujet et savez quoi faire dans ce genre de cas. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en droit du travail. C'était Victor, ciao.